50 soldats allemands, tués en 20 minutes. Pas un seul coup de feu tiré à bout portant, tous à distance. Ils n'ont même pas eu le temps de lever leurs armes, parce qu'ils ne pouvaient plus bouger. Ils s'enfoncèrent jusqu'aux genoux dans la boue liquide. Ils tombèrent. Ils se noyèrent. Et deux mitrailleuses soviétiques fauchèrent méthodiquement les cibles sans défense. Comment les Allemands se sont-ils retrouvés dans ce piège? Ils furent noyés par leurs propres sapeurs, délibérément. Il détruisit le barrage et l'eau transforma le champ de bataille en marécage. Mais voici ce qui rend cette histoire vraiment incroyable. L'eau n'a pas seulement inondé la zone neutre, elle a également submergé les tranchées soviétiques. Le commandement a interdit cette opération, catégoriquement, car leurs propres soldats se seraient noyés dans leurs propres tranchées. Mais le sapeur a quand même fait sauter le barrage, et personne ne s'est noyé. Comment? 1944, Biélorussie, juin. La ligne de front était figée depuis 3 semaines. L'armée rouge avançait lentement, se battant pour chaque mètre. Les Allemands battaient en retraite, mais ils résistaient fermement, contre-attaquant chaque jour. La section du génie du sergent-chef Vassili Koudriatchev tenait une position défensive dans un petit secteur près de la rivière Bérésina, plus précisément près d'un de ses affluents, un ruisseau étroit d'une 20aine de mètres de large, traversable à gué en été. La position était avantageuse. D'un côté, une rivière, de l'autre, une plaine marécageuse. Les Allemands ne pouvaient attaquer que le long de l'étroit isthme entre la rivière et le marais, d'environ 400 mètres de large. 400 mètres, terrain plat et dégagé. 2 mitrailleuses pourraient couvrir tout le secteur. Le problème se situait en amont. À 400 mètres de l'endroit où la rivière faisait un coude, se dressait un vieux barrage en terre. Il avait été construit avant la guerre. Les agriculteurs locaux avaient rehaussé le niveau de l'eau pour abreuver leur bétail. Le barrage était solide et haut, environ 3 mètres. Koudriatchev l'a remarqué dès le premier jour. Ce soir-là, alors que je patrouillais la position, je me suis arrêté sur le parapet. J'ai regardé en amont. Le soleil se couchait. Le barrage était parfaitement visible, une bande sombre barrant la rivière. « Qu'est-ce que vous regardez ?» lui demanda le commandant de compagnie, le capitaine Semyonov. « Le barrage. »« Et quoi ?» Koudriatchev resta silencieux. Il se tourna et regarda le no man's land. C'est même 400 mètres de terrain plat que les Allemands allaient traverser pour attaquer. Le sol y était compact, argileux. Il avait été gorgé d'eau au printemps, mais maintenant, en ce début d'été, il avait séché et durci. Un terrain propice à l'attaque. On pouvait courir, on pouvait y faire circuler des véhicules. Si nous détruisons le barrage, a déclaré Koudriatchev, l'eau s'écoulera en aval. Elle inondera cette plaine là-bas. Il fit un signe de tête en direction du champ. Semyonov plissa les yeux. Et nos tranchées seront inondées elles aussi? Oui. Alors pourquoi? Koudriatchev garda de nouveau le silence. Il y pensa toute la nuit. Allongé dans l'abri, il fixait le plafond, écoutait son voisin ronfler. Et il réfléchissait. Le problème était simple. Si les Allemands attaquent en terrain solide, ils atteindront leur but. Peut-être pas tous. La moitié tombera peut-être sous le feu ennemi. Mais ils y parviendront. Et alors, le combat au corps à corps commencera. 32 hommes contre une compagnie allemande. L'issue est prévisible. Si vous inondez le champ de bataille, les Allemands s'enliseront, mais leurs propres hommes aussi, dans leurs tranchées. L'eau jusqu'aux genoux. Impossible de fuir, impossible de faire demi-tour. Armes mouillées, munitions mouillées. Folie. Le matin, il sortit de l'abri. Il se rinça le casque. Il se rasa. Il sortit un vieux carnet de son sac de sport, usé, aux pages effilochées. Il l'ouvrit. Il le feuilleta. Les premières pages contenaient des notes d'avant-guerre, des chiffres, des schémas, des calculs. Koudriatchev étudiait pour devenir ingénieur. Il n'a pas terminé ses études, la guerre a éclaté. Mais il a conservé son carnet. Il sortit un bout de crayon et commença à dessiner. Une tranchée. Profondeur 1,2 mètres.
Profondeur standard pour une tranchée de tir. Protège contre les éclats d'obus et permet de tirer en position debout. Le niveau de l'eau au moment de la rupture du barrage était d'environ 1 demi-mètre, peut-être un peu plus. La rivière est petite et le débit limité. 1 demi-mètre d'eau dans une tranchée de 20 mètres de profondeur, les soldats ont de l'eau jusqu'aux genoux. Ils peuvent tirer, mais c'est pénible. Leurs armes sont mouillées, ils ont froid aux pieds. Et si on creusait davantage le fossé? Koudryachov a écrit 2 mètres 20 centimètres. À cette profondeur, un demi-mètre d'eau au fond ne représente qu'une flaque. Le soldat se tient sur une plateforme sèche. L'eau est quelque part en dessous, à ses pieds. Cela ne le dérange pas. Il ferma le carnet. J'ai regardé mes tranchées. Creuser 1 mètre plus profond prend plusieurs jours de travail. Faites-le discrètement, pour que la hiérarchie ne s'en aperçoive pas. Car si elle le découvre, elle l'interdira. Vassili Dmitrievitch Koudryachov, 31 ans, sergent-chef, commandant d'une section de sapeurs. Il est né dans un village près de Smolensk. Son père était meunier. Sa mère mourut prématurément alors que Vassili avait 8 ans. Il se retrouva seul avec son père. À l'âge de 14 ans, son père l'emmena au moulin. « Regarde, dit le père, l'eau vient d'en haut. Elle tombe sur les pales de la roue tourne, l'énergie de l'eau met les meules en mouvement. Tu comprends ?» Vassili acquiesça. Et maintenant, le plus important. L'eau, c'est de l'énergie. Mais l'énergie doit être dirigée. Si l'eau rate la roue, elle est inutile. Si elle est dirigée correctement, elle fonctionne. Son père lui montra la gouttière. Longue, en bois, avec des planches soigneusement ajustées. Pas un seul interstice. Si vous faites un espace, l'eau s'écoulera. Si vous faites une gouttière de travers, l'eau ira dans le mauvais sens. Tout est une question de précision. Vassili se souvint. Il travailla à l'usine pendant 3 ans. Il apprit à réparer les goulottes, à réguler le débit et à calculer la vitesse de repassion. Son père disait qu'il avait un don pour l'ingénierie. À 17 ans, Vassili partit pour Smolensk. Il s'inscrivit à l'école technique dans la section hydrotechnique. Il y étudia les barrages, les digues, les ponts et les canaux. Comment l'eau se déplace? Comment la contrôler? Comment la maîtriser? J'ai terminé 3 cours. La guerre a commencé. J'ai passé ma première année à combattre dans l'infanterie, comme simple soldat. J'ai traversé la Biélorussie, la région de Smolensk, passant devant mon village natal, déjà en flammes, et la région de Moscou. Près de Moscou, j'ai reçu un éclat d'obus dans l'épaule. J'ai passé 2 mois à l'hôpital. À son retour, il fut affecté au sapeur. Un responsable remarqua dans son dossier personnel 3 années d'études techniques en génie hydraulique. Savez-vous comment manipuler des explosifs? J'ai appris à exploiter les barrages, théorie. Suffisant pour être sapeur. Il devint donc sapeur. Il apprit sur le tas. Il posait des mines, il déblayait les routes, il construisait des passages à niveau, il faisait sauter des ponts. En 1944, j'étais déjà sergent-chef. Je commandais une section. 32 hommes. 20 d'entre eux étaient très jeunes, enrôlés en 1943. Des garçons de 18 et 19 ans. Les autres sont de vieux soldats. Ils ont combattu depuis 1941. Comme Koudryachov lui-même. L'un d'eux était le caporal Piotr Gromov, 35 ans. Avant la guerre, il était charpentier. Il avait des mains d'or. Il pouvait fabriquer n'importe quoi avec 3 planches et un clou. Gromov était l'adjoint de Koudryachov, officieusement. Officiellement, il n'était que caporal. Mais la section le savait, si Koudryachov était absent, on obéissait à Gromov. Gromov était assis à l'entrée de l'abri, en train de tailler un bâton. Des éclats de bois tombaient à ses pieds. « Petrovitch, dit Koudryachov, allons faire une promenade. » Gromov leva les yeux. Il posa le couteau. Il se leva. Ils longèrent la tranchée, lentement. Koudryachov ouvrit la marche, les mains derrière le dos. Gromov le suivit, un demi-pas derrière. « Avez-vous vu le barrage » demanda Koudryachov. « Si. Qu'en penses-tu » Gromov resta silencieux.
Si vous le faites exploser, ça inondera tout en enfer. Oui, nous y compris. Si les tranchées ne sont pas approfondies, oui. Gromov s'arrêta et regarda Kudryashov. Approfondir d'1 mètre? Oui. Dans combien de jours? En 3, si vous travaillez de nuit. Le commandement est-il au courant? Non. Gromov sortit son blague à tabac. Il roula une cigarette, il alluma une allumette. Il tira une bouffée. S'ils le découvrent, ils lui tireront dessus. Ils ne vous tireront pas dessus. Tout au plus, ils vous rétrograderont. Vous serez rétrogradé. Je serai fusillé pour complicité. Kudryashov sourit. Ils ne vous tireront pas dessus. Gromov termina sa cigarette. Il jeta le mégot, il l'écrasa du pied. On commence quand? Ils ont commencé le soir même. La section était divisée en 3 groupes. Le premier groupe était de service, comme d'habitude. Le deuxième groupe dormait, officiellement en prévision d'une inspection. Le troisième groupe creusait. Nous travaillions dans le noir, sans lampe de poche. La lune était jeune et n'éclairait que faiblement. C'était parfait. Les Allemands, de l'autre côté de la rue, à 400 mètres, ne voyaient absolument rien. Ils creusèrent à la pelle, en silence. Ils entassèrent la terre dans des sacs et les emportèrent sur le côté. Ils ne pouvaient pas laisser le parapet s'élever. Le commandement s'en apercevrait. La première nuit s'est déroulée sans incident. Nous avons approfondi la tranchée de 15 mètres. Il nous en reste encore 85. La deuxième nuit aussi. La troisième nuit, une urgence s'est produite. Il était 2 heures du matin. Le groupe creusait à l'extrémité de la tranchée. Kudryashov se tenait à un poste d'observation, regardant vers les Allemands. Silence. Seul le bruit des pelles sur le sol. La respiration haletante des soldats. Le craquement des sacs de terre. Et soudain, une voix, forte, mécontente. « Que se passe-t-il ici ?» Capitaine Semyonov. Kudryashov se retourna. Il aperçut la silhouette du commandant de compagnie. Semyonov longeait la tranchée. Il s'arrêta. Il baissa les yeux vers les soldats qui, les pieds enfoncés jusqu'à la taille, creusaient. « Kudryashov, viens à moi, immédiatement !» Kudryashov descendit. Il s'approcha. Il se mit au garde-à-vous. « Que fais-tu » La voix de Semyonov était calme, dangereusement calme. « Nous approfondissons les tranchées, camarade capitaine. »« Sur ordre de qui ?»« De ma propre initiative. »« Pourquoi ? Pour renforcer la défense ?» Semyonov resta silencieux. Puis il sortit une lampe torche, l'alluma et dirigea le faisceau vers le bas. La tranchée faisait près de 2 mètres de profondeur. Les soldats se tenaient à l'intérieur, le visage sale et fatigué, une pelle à la main. Semyonov éteignit la lampe torche. « Au quartier général, immédiatement !» Ils se rendirent à l'abri du commandant de compagnie. Semyonov entra le premier, suivi de Kudryashov. Une lampe à pétrole brûlait à l'intérieur. Sur la table se trouvaient des cartes, des documents et une tasse vide. Semyonov s'assit. Il n'invita pas Kudryashov à s'asseoir. « Expliquez. » Kudryashov a expliqué brièvement. Barrage, eau, inondation de la zone neutre, tranchée plus profonde pour protéger les forces amies. Semyonov écoutait, le visage impassible. « Comprenez-vous ce que vous proposez ?»« Oui. »« Saboter nos propres positions. C'est de la folie. C'est de la tactique, camarade capitaine. C'est du suicide. L'eau va inonder les tranchées. Les soldats vont se retrouver dans des tranchées trempées. Les armes vont s'humidifier. Les munitions vont se mouiller. Nous allons perdre notre position sans avoir tiré un seul coup de feu. Si les tranchées sont approfondies d'1 mètre, l'eau ne gênera pas. Et s'il y a plus d'eau que prévu, ça n'arrivera pas. D'où vous vient votre confiance en vous ? Kudryashov sortit un cahier. Il l'ouvrit. Il montra des chiffres, des diagrammes, des calculs. Le volume d'eau retenu par le barrage est d'environ 2000 mètres cubes. La superficie inondée en cas de rupture du barrage est d'environ 40 000 mètres carrés. La profondeur de l'eau est d'environ 1 demi-mètre, à 10 cm près.
Semyonov regarda son bloc-notes, puis Koudryachov. « Êtes-vous sérieux ?»« Oui. »« Et vous êtes prêt à mettre en danger la vie de 32 personnes ?» Koudryachov resta silencieux. Semyonov se leva et s'approcha. « Écoutez-moi attentivement. J'interdis formellement cette opération. Arrêtez de creuser des tranchées plus profondes. Ne touchez pas au barrage. C'est un ordre. Compris ? Compris, camarade capitaine. Gratuit. » Koudryachov sortit. Il se tint devant l'abri des joueurs. Il regarda les étoiles. Il réfléchit. Gromov émergea des ténèbres. « Bien. Il l'a interdit. Et qu'allons-nous faire ?» Koudryachov resta longtemps silencieux. Puis il dit « Finissons les tranchées, discrètement, pour que personne ne s'en aperçoive. Et le barrage ? On le fera sauter, le moment venu. Sans autorisation ? Oui. » Gromov gloussa. « C'est formidable. Nous finirons tous les deux en procès. Ou alors nous sauverons le peloton. » Ils ont terminé les tranchées en 2 nuits, 100 mètres de profondeur, chaque centimètre creusé à la main. La terre était argileuse et lourde, les pelles s'enfonçaient dans les rochers. Ils avaient mal au dos, leurs mains étaient calleuses, mais ils ont terminé. Le matin du 6 juin, Koudryachov se tenait dans une tranchée, observant les résultats. La profondeur est de 2,20 m, lisse. Les parois sont renforcées par des planches. Gromov a fait de son mieux, pas une seule fissure. Si l'eau monte, elle restera en dessous, à un demi-mètre du fond. Les soldats resteront plus haut, au sec. Il ne restait plus qu'à attendre. Les Allemands attaquaient régulièrement, tous les 2 ou 3 jours, généralement le matin. Une compagnie d'infanterie, parfois accompagnée de chars. La dernière attaque remonte à 4 jours. Cela signifie que la prochaine est imminente. Koudryachov attendit. Le soir du 7 juin, un message des services de renseignement est parvenu. Les Allemands se préparent à attaquer. Demain matin. Renfort. Semyonov a réuni les commandants. Nous nous attendons à une attaque demain à 6 heures du matin. Selon les renseignements, il s'agirait d'une compagnie d'infanterie et d'un peloton de chars. 3 véhicules, très probablement des Panzers. Il regarda la carte. L'attaque passera par notre secteur. Ils n'ont pas d'autre choix. Il y a un marais à gauche, une rivière à droite. Ils iront tout droit. « Les chars vont-ils passer ?» demanda le commandant de la compagnie de mitrailleuses. « Ils passeront. Le sol est solide. » Semyonov leva les yeux et regarda Koudryachov. « Qui a des suggestions ?» Koudryachov resta silencieux. « Koudryachov, vous êtes notre maître des idées farfelues. Dites quelque chose. » Les autres ont ri. Koudryachov se leva. « Je propose de faire sauter le barrage. » Les rires se sont tus. « Quoi ?» demanda à nouveau Semyonov. « Faites sauter le barrage en amont. L'eau inondera le no man's land. Les Allemands seront embourbés. Les chars ne pourront pas passer. L'infanterie deviendra une cible facile. Et nos tranchées ? Ils ne seront pas blessés. Les tranchées ont été approfondies. L'eau restera au fond. » Semyonov se leva lentement. « Approfondi ? Quand ? » « Les 5 derniers jours, la nuit. »« Après que je l'ai interdit ? » ?»« Oui. » Le silence était pesant. Tous les regards étaient tournés vers Koudryachov. Semyonov s'avança. « Avez-vous désobéi à un ordre direct ? » ?»« Oui. »« Vous avez mis tout le peloton en danger ? » ?»« J'ai préparé une position qui nous donnera un avantage. »« Un avantage ? Vous voulez noyer nos soldats dans leurs propres tranchées ? » ?»« Je ne te noierai pas. Les calculs sont précis. »« Des calculs ? » Semyonov frappa du poing sur la table. « Quels calculs ? Vous ne savez pas quelle quantité d'eau il y aura. Vous ne savez pas comment elle se répandra. Vous jouez avec le feu. Je sais ce que je fais. Non, vous ne savez pas. » Semyonov se tourna vers les autres. « Annulez l'opération. Laissez le barrage tranquille. Relevez Koudryachov de son commandement. Jugez-le après la bataille. »
Il regarda Koudryachov. « Emmenez votre peloton, maintenant !» Koudryachov sortit. Les autres le suivirent. Gromov le rattrapa dans la tranchée. « Et maintenant ?»« Maintenant, nous attendons l'aube. »« Et c'est tout ?»« Non. J'irai au barrage ce soir. J'y poserai des explosifs. Semenov l'a interdit. Il l'a interdit. Et vous allez quand même le faire exploser ? Oui. » Gromov le regarda dans les yeux. « Êtes-vous sûr que cela fonctionnera ?» Koudryachov marqua une pause. Puis il répondit honnêtement « Non. Mais nous n'aurons pas d'autre chance. » La nuit était douce. Les étoiles brillaient. La lune, enfin croissant, se détachait sur l'horizon. Koudryachov prit le sac à dos. Il y mit 4 kilos de TNT. Il prit les mèches, le fil, la bobine, le dispositif de démolition portatif. Gromov se tenait à proximité. « Je viendrai avec toi. »« Inutile, l'une est plus simple. »« J'irai. » Koudryachov n'a pas protesté. Ils sortirent de la tranchée à 10 heures du soir. Ils rampèrent à travers le no man's land, lentement. Le sol était dur, chaque caillou résonnait sous leurs genoux. Des projecteurs allemands balayaient le champ. Ils durent s'immobiliser, attendant qu'un faisceau passe. Il y a 400 mètres jusqu'au barrage. Nous avons rampé pendant 1 heure. Le barrage était plus haut qu'il n'y paraissait de loin, environ 3 mètres. La terre était très compacte, solide. Koudryachov prit une pelle et commença à creuser à la base. Gromov leur prêta main forte. Ils ratissèrent la terre à la main et la mirent de côté. Ils creusèrent un trou. 1 mètre de profondeur, 1 demi-mètre de large. Ils ont chargé le fusible, 4 kilogrammes. Ils ont inséré le fusible. Ils ont connecté le fil. Ils ont tiré le câble en arrière. 400 mètres. La bobine était lourde. Gromov la portait. Koudryachov la recouvrait. Nous sommes retournés à la tranchée à 2 heures du matin. Koudryachov a relié l'extrémité du fil au dispositif de démolition. Il l'a dissimulé dans l'abri et l'a recouvert d'une bâche. « Voilà, dit-il. Maintenant, on attend. » L'aube se leva à 5h30. À 5h15, Semyonov fit le tour des positions. Il vérifia les mitrailleuses et donna ses derniers ordres. « J'ai vu Koudryachov. Où étiez-vous hier soir ? En position ? Tu mens. » Koudryachov resta silencieux. Semyonov le regarda intensément. Puis il fit un geste de la main. « On réglera ça après le combat. » Il est parti. Gromov s'assit à côté de Koudryachov. « Le sait-il ? » Il devine. « Et que va-t-il se passer ? » Si nous survivons, nous verrons. À 5h45, alors que le soleil venait d'apparaître à l'horizon, le grondement des moteurs se fit entendre du côté allemand. Des chars. 3 véhicules. Des Panzer IV. Ils avançaient en ligne. Derrière eux se trouvait l'infanterie. À une 50aine de mètres. Une compagnie. Environ 120 hommes. Ils marchaient d'un pas assuré. Terrain ferme. Route droite. 400 mètres jusqu'aux tranchées soviétiques. 5 minutes à pied. Koudryachov gisait au fond de la tranchée. Un expert en démolition était allongé à proximité, la main sur la poignée. Gromov est tout près. Quand ? C'est trop tôt. Qu'ils viennent. Les chars se mirent en mouvement. Les chenilles grinçaient, le sol tremblait. 300 mètres. 250. Vassili, murmura Gromov. Ils sont déjà proches. Plus. 200 mètres. 150. Vassili. Maintenant. Koudryachov serra la poignée du canon de démolition. Tournait. Cliquait. 1 seconde plus tard, une explosion retentit 400 mètres en amont. Une colonne de terre et d'eau jaillit dans le ciel. Le barrage céda. L'eau jaillit. Au début, le silence régnait. Seul le grondement de l'explosion résonnait dans le champ. Puis un bruit se fit entendre, un bruit qui s'amplifiait.
Le grondement de l'eau, le grondement d'un torrent qui se libère. Les Allemands s'arrêtèrent, ils se retournèrent, ils virent un mur d'eau déferler sur eux. Il était trop tard pour fuir. L'eau coulait vite et de façon irrégulière. D'abord, c'était un mince filet d'eau le long du lit de la rivière, puis elle s'est élargie. Elle a trouvé un endroit bas et s'y est précipitée, en plein no man's land. Les chars furent les premiers à le ressentir. Le commandant du véhicule de tête vit le sol devant lui s'assombrir. Il commença à scintiller. L'eau montait. Il a crié au conducteur. Le char a tenté de faire demi-tour. En retard. L'eau recouvrait les chenilles. 30 tonnes d'acier avaient été enfoncées dans le sol détrempé. Les chenilles ont dérapé. Le char a tangué, puis s'est immobilisé. Le mécanicien fit vrombir le moteur. Les chenilles patinèrent. Elles projetèrent des gerbes de boue liquide. Le char n'a pas bougé. Il s'est immobilisé. Les deux autres chars s'arrêtèrent. Ils tentèrent de les contourner. Trop tard. L'eau avait déjà tout envahi. Et l'infanterie? L'infanterie se retrouva en enfer. Un fantassin allemand en tenue complète pèse environ 35 kg. Fusil, cartouches, grenades, pelle de sapeur, imperméable, gourde, repas, masque à gaz. Sur la terre ferme, c'est supportable. Dans l'eau et la boue, c'est un fardeau mortel. La première rangée se trouvait à une 50aine de mètres derrière les chars. Elle comptait une 30aine d'hommes. L'eau les a instantanément submergés. Un instant, nous marchions sur la terre ferme. L'instant d'après, nous avions de l'eau jusqu'aux chevilles. 5 secondes plus tard, l'eau lui arrive aux genoux. Le sol sous mes pieds s'est transformé en une boue liquide, de l'argile mélangée à de l'eau. C'est devenu visqueux, collant, comme un marécage. Mes jambes flanchaient. Les premiers soldats tentèrent de courir. Un pas, deux. Un pied s'enfonça dans la boue jusqu'aux genoux. Il eut du mal à le dégager. Il y parvint. Il fit un pas. L'autre pied s'enfonça encore plus profondément. Il tombe. Le poids de l'équipement m'accable. J'ai les mains couvertes de boue. Mon visage est dans l'eau. Ma bouche est pleine de terre liquide. Lève-toi, tu dois te lever. Il se lève. Regarde autour de lui. C'est la même chose partout. Toute la compagnie est bloquée. Certains sont debout, d'autres essaient de marcher. D'autres encore sont tombés et se débattent. Et à ce moment-là, les mitrailleuses ont ouvert le feu. 2 mitrailleuses Maxim. Cadence de tir, 600 coups par minute. Les mitrailleurs aperçurent des cibles, immobiles ou presque immobiles. Les Allemands ne pouvaient ni fuir ni se mettre à couvert. Même se jeter dans la boue ne suffisait pas. La boue n'était pas profonde, un demi-mètre. Allongé là, on restait une cible facile. La première salve perça les rangs de tête. 5 hommes tombèrent. Les autres tentèrent de ramper en arrière. Ramper dans la boue est encore plus difficile que marcher. On s'enlise les mains et les pieds. Le matériel se coince au fond. On avance à la vitesse d'un escargot. 2e étape, 3e, 4e. Les Allemands se mirent à hurler. Certains proféraient des injures en allemand, d'autres appelaient leur commandant, d'autres encore hurlaient de terreur. Les chars tentèrent de porter secours, leurs tourelles pivotèrent, les canons firent feu sur les tranchées soviétiques. Des obus explosèrent à proximité, des mottes de terre furent soulevées. Mais les mitrailleuses continuaient de fonctionner. Le commandant de compagnie allemand, l'Oberleutnant Werner Schmidt, se tenait à 50 mètres de la ligne de front. L'eau l'atteignit plus tard. Elle lui arrivait aux chevilles. Il pouvait encore bouger. Il a crié « Reculez! Tout le monde recule! Bâton en retraite !» Mais il n'y avait nulle part où reculer. Derrière eux s'étendaient encore 200 mètres jusqu'à leur position. 200 mètres à travers la boue, sous le feu ennemi. Les soldats tentèrent de faire demi-tour. Certains coururent, ou plutôt essayèrent de courir. Chaque pas était un effort. La boue les retenait. Leur équipement les alourdissait. Au bout de 5 mètres, ils furent à bout de souffle. Ils s'arrêtèrent. Ils restèrent là, immobiles, respirant difficilement. Les mitrailleuses n'ont pas cessé de tirer.
Koudryachov était allongé près du parapet. Il observait. L'eau avait atteint sa tranchée, comme il s'y attendait. Un demi-mètre au fond. Il se tenait sur la plateforme en bois que Gromov avait bricolée la veille. Ses pieds étaient secs, son fusil était sec. L'eau était en dessous. Quelque part sous mes pieds. Elle ne me gênait pas. Un soldat nommé Morozov se tenait non loin de là, 19 ans, originaire de la région de Toula. Il contemplait le champ de bataille. Les Allemands agonisant dans la boue. Oh mon Dieu, murmura-t-il. Gromov se tenait près de la mitrailleuse. Il ne tira pas. Les mitrailleurs étaient occupés. Il se contenta d'observer. Puis il a dit « Vassili, c'est un massacre. » Koudryachov resta silencieux. Il observa le champ de bataille. Les Allemands, englués dans la boue sous le feu ennemi, les chars immobilisés, l'eau qui continuait de s'étendre lentement. Son plan a fonctionné. Il aurait dû ressentir du soulagement, de la joie, de la victoire. Mais je ne ressentais que du vide. Le combat a duré 20 minutes. 30 soldats allemands sont morts dans les 10 premières minutes, 20 autres dans les 10 minutes suivantes. 50 personnes. Les autres battirent en retraite, lentement, péniblement, enjambant les cadavres de leurs camarades, mais ils battirent en retraite. Ils atteignirent la limite de la zone inondée. Le sol y était encore solide. Ils coururent. Les mitrailleuses les achevèrent jusqu'au dernier. Mais au bord de la crue, les Allemands avaient déjà réussi à s'enfuir. La moitié d'entre eux regagna leur position. Les chars étaient toujours là, tous les trois, enlisés dans la boue. Les équipages en sortirent, abandonnèrent leurs véhicules. Ils se lancèrent à la poursuite de l'infanterie. Un des conducteurs de chars n'a pas pu arriver à temps. Une balle dans le dos. Il est tombé à côté de son char, le visage enfoui dans la boue. Les tirs ont cessé à 7 heures du matin. Silence. Seul le vent ridait l'eau. Elle était sale, brunâtre. Des casques flottaient à la surface, des fusils, des débris d'équipement. Et les corps. 50 corps. Certains gisaient face contre terre dans l'eau. D'autres étaient allongés sur le dos, le visage tourné vers le ciel. D'autres encore étaient assis, l'eau jusqu'à la taille, la tête posée sur la poitrine. Morozov se détourna. Il vomit. Gromov s'est approché de Koudryachov. « Ça a marché ?»« Oui, tu avais raison. » Koudryachov n'a pas répondu. Semyonov apparut 10 minutes plus tard. Il marchait le long de la tranchée, le visage dur. Il s'arrêta près de Koudryachov. J'ai regardé le champ. Il resta longtemps silencieux. Puis il a dit « 50. » Oui. Avons-nous des pertes? Non, pas un seul. Semyonov hocha la tête et se tourna vers Koudryachov. Vous avez désobéi à l'ordre. Oui. Vous avez fait sauter le barrage sans autorisation. Oui. Vous avez mis en danger la vie de vos subordonnés. Oui. Semyonov le regarda longuement dans les yeux, puis il détourna le regard. Après la bataille, en attente d'un rapport, il est parti. Gromov gloussa. Néanmoins, devant le tribunal. Voyons. Ils étaient assis dans la tranchée. L'eau se retira lentement. Le soir venu, son niveau avait baissé de 20 cm. Le lendemain matin, de 10 cm supplémentaires. Au bout de 2 jours, le sol commença à sécher. Une semaine plus tard, le champ était de nouveau presque sec. Il ne restait que quelques flaques d'eau et des cratères d'obus remplis d'eau. Et les corps. Personne ne les a récupérés. Ni les Allemands, ni les Soviétiques. Il n'y avait tout simplement personne pour le faire. Le front a continué sa progression. Le secteur a été laissé à la charge d'une autre unité. La section de sapeurs de Koudryachov a été redéployée sur une nouvelle position à une vingtaine de kilomètres à l'ouest. Mais avant de partir, Koudryachov est retourné à cet endroit. Je me suis tenu sur le parapet et j'ai regardé. 3 chars émergeaient encore du sol, rouillés sous la pluie. Des corps, déjà gonflés et noircis, les entouraient. Des corbeaux tournaient au-dessus du champ.
Gromov se tenait à proximité. « Tu ne le regrettes pas ?» Kudryachov resta silencieux. « Je le regrette. »« Qui? Les Allemands ?» ?»« Tous. » Il sortit un cahier. Il l'ouvrit à la page des calculs, des chiffres, des diagrammes. J'ai regardé. Tout correspondait. La profondeur de l'eau était exactement de 52 cm à 3 cm près. Exactement comme je l'avais calculé. Les mathématiques ne mentent pas. Il ferma le carnet et le mit dans sa poche. « Allons-y, dit-il. » Ils sont partis. L'eau a érodé le sol de façon irrégulière. À certains endroits, elle a creusé de véritables fossés, profonds jusqu'aux genoux. Ailleurs, il ne s'agissait que de boue liquide recouvrant un substrat solide. Mais ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la vitesse. Kudryachov l'avait compris dès ses calculs. L'eau devait arriver vite, brutalement, pour que l'ennemi n'ait pas le temps de réagir. Une inondation lente est inutile. Les Allemands se replieront, se regrouperont et attaqueront plus tard, lorsque les eaux se seront retirées. Les inondations rapides sont un piège. C'est la mort. Il le comprenait. Il savait qu'il condamnait des vies. Et il a quand même appuyé sur la gâchette du blaster. Parce que l'alternative était pire. Si les Allemands avaient atteint les tranchées en terrain solide, un combat rapproché aurait eu lieu. 32 sapeurs contre 120 fantassins, plus 3 chars. Les sapeurs seraient tous morts. Peut-être que certains auraient survécu, 5 ou 10 personnes. Les autres, non. Les Allemands auraient percé les défenses. Ils auraient pénétré dans la compagnie de Semyonov par derrière. Ils l'auraient encerclé. Ils auraient été anéantis. Les pertes des troupes soviétiques dans cette zone se seraient élevées à plusieurs centaines de personnes. Kudryachov a choisi le moindre mal. 50 vies allemandes pour 32 vies soviétiques. D'un point de vue tactique, c'était la bonne décision. D'un point de vue moral, il essayait de ne pas y penser. Mais la nuit, je faisais des cauchemars. Des soldats allemands, des visages dans la boue, des cris, de l'eau qui se déversait dans les bouches. Il se réveilla, s'assit dans le noir, fuma, attendit l'aube. Gromov a un jour demandé « Cela vous dérange-t-il » ? « Oui. »« Et vous, que faites-vous » ? « Rien, je vais passer à autre chose. »« Est-ce que ça aide » ? « Non. » Gromov resta silencieux. « Et moi, non, ça ne me dérange pas. »« Pourquoi » ? Parce qu'ils sont venus à nous, et non l'inverse. Ils ont bombardé nos villes, incendié des villages, tué des vieillards et des enfants. Et moi, je ne faisais que me défendre. Kudryachov acquiesça. Mot correct. Mais ils ne vous aident pas ? Non. Pourquoi ? Kudryachov a éteint sa cigarette. Parce que j'ai vu leur visage, quand ils se noyaient. Ce n'étaient pas des monstres. C'étaient des soldats comme nous, des gens comme nous. Ils avaient des familles, des femmes, des enfants. Les nôtres en avaient aussi. Je sais. Alors, quel est le problème ? Kudryachov le regarda. Le problème, c'est que j'ai tué 50 personnes. Pas au combat, pas en face à face. Je les ai noyés, comme des rats dans un sac. Gromov resta silencieux. Semenov a lancé un défi à Kudryachov 3 jours après le combat. Ils étaient assis dans un nouvel abri, dans une nouvelle position. La guerre continuait. « J'ai lu votre rapport », a déclaré Semyonov. « Et je ne sais pas quoi faire de toi. » Il sortit un dossier et l'ouvrit. « D'un côté, vous avez désobéi aux ordres. Vous avez mené une opération sans autorisation. Vous avez mis vos subordonnés en danger. C'est la cour martiale, un bataillon disciplinaire, ou l'exécution. » Kudryachov acquiesça. D'un autre côté, Semyonov consulta les chiffres dans le dossier. Aucune perte de notre côté. 50 ennemis tués, 3 chars détruits, attaque repoussée, position tenue. Il ferma le dossier.
Le commandant du régiment a envoyé une lettre le remerciement. Le commandant de division a réprimandé la section, pour bravoure et courage. « C'est ironique, a déclaré Kudryachov. Très. Semyonov se leva. Il alla à la fenêtre et regarda le champ. Sais-tu ce qui est le plus effrayant? Quoi? Tu avais raison. Ton plan a fonctionné. Tu as sauvé le peloton. Tu as sauvé la compagnie. Peut-être même que tu as sauvé toute la défense dans ce secteur. Il se retourna. Et je ne peux pas vous punir. Car si je le fais, les autres penseront que l'initiative est punissable, qu'il vaut mieux rester assis et attendre les ordres, même si l'on a la bonne solution. C'est faux, a déclaré Kudryachov. Oui, c'est faux. Semyonov se rassit. C'est pourquoi je propose votre candidature pour une récompense. La médaille du courage. Cela vous convient-il? Kudryachov haussa les épaules. Comme vous le dites, camarade capitaine. Mais souviens-toi d'une chose, dit Semyonov en se penchant en avant. Si tu désobéis encore aux ordres, je te tuerai moi-même. Pas de procès, pas de cour martiale. Juste une balle dans la nuque. Compris? Compris. Gratuit. Kudryachov est sorti. Il reçut la médaille une semaine plus tard, à son poste même. Le commandant du régiment vint en personne, lut l'ordre et épingla la médaille sur sa tunique. Serrait la main. Bravo, sergent. Continuez comme ça. Je sers l'Union soviétique. Le commandant du régiment est parti. Les soldats nous ont félicités. Ils nous ont tapoté l'épaule. Gromov a apporté du schnapps de prise. Ils en ont bu 100 grammes chacun. Kudryachov regarda la médaille. Un petit morceau de métal. Pour 50 vies. Il mit la médaille dans sa poche et ne la ressortit jamais. Un mois plus tard, les Allemands attaquèrent de nouveau. Cette fois, depuis une nouvelle position, un lieu différent, des conditions différentes. L'attaque fut frontale, à travers un champ plat, pas d'eau, pas de boue. Ils ont simplement couru et tiré. Les sapeurs tinrent bon pendant 3 heures, puis les Allemands percèrent les lignes. Le combat au corps à corps commença. Kudryachov se battait avec la crosse de son fusil. Il frappait, encore et encore. Les visages des soldats allemands défilaient devant ses yeux, tout près, trop près. Il vit leurs yeux, la peur, la fureur, le désir de survivre, le même que le sien. Les Allemands ont battu en retraite. Le peloton a tenu sa position, mais il y a eu des pertes. 7 morts, 12 blessés. Parmi les blessés se trouve Gromov. Une balle dans l'estomac, une blessure grave. Il a été emmené à l'hôpital. Kudryachov l'a accompagné jusqu'à son départ. Il est resté à proximité pendant qu'il le chargeait dans l'ambulance. « Petrovitch, attendez !» Gromov sourit, faiblement. « Je reviendrai. Je ne vais nulle part. » N'est pas revenu. Décédé 2 jours plus tard. Péritonite. Kudryachov l'a pris une semaine plus tard. Il lut l'avis de décès, le plia et le mit dans sa poche. Il s'assit par terre, le dos appuyé contre la paroi de la tranchée. Il regarda le ciel. Pensait. Si les Allemands avaient percé les lignes ennemies lors de cette bataille il y a 1 mois, les 32 hommes seraient tous morts, Gromov y compris. Il les a sauvés, en inondant le champ, en noyant 50 Allemands. Gromov vécut 1 mois de plus, grâce à cette opération. Est-ce une consolation? Non, c'est un fait. La guerre est une question de mathématiques. Qui a tué le plus? Qui a perdu le moins? Qui a tenu le plus longtemps? Les émotions ne comptent pas. Kudryachov se leva, épousseta sa tunique et continua son chemin. La section de Kudryachov reçut des renforts, 8 hommes, des jeunes hommes, de nouvelles recrues. L'un d'eux, le soldat Sakharov, 19 ans, originaire de Voronej, demanda « Camarade sergent-chef, est-il vrai que vous avez noyé les Allemands dans la boue ?» Kudryachov le regarda. «
Qui vous l'a dit? Tout le monde en parle. Les rumeurs se répandent dans toute la division. Les rumeurs sont des rumeurs. Qu'est-ce que c'est réellement? Kudryashov resta silencieux. En fait, ils ont envahi la zone neutre. Les Allemands ont attaqué. Ils se sont enlisés. Ils ont repoussé l'attaque. Et combien en ont-ils mis? Assez. Et combien des nôtres sont morts? Personne. Sakharov siffla. Waouh! Alors c'est vrai. Kudryashov se détourna. Assez bavardé, allez creuser des tranchées. Sakharov s'est enfui. Les soldats restants regardaient Kudryashov différemment, avec respect, avec prudence, comme un homme capable de l'impossible. Il le sentit, et ça ne lui plut pas, car ils ont vu le résultat. 50 Allemands tués, aucune perte. Mais ils n'ont pas vu ce qu'il a vu. Des visages, des cris, de l'agonie. Vous ne l'avez jamais vu se réveiller la nuit. Vous ne l'avez jamais vu rester assis dans le noir, incapable de se rendormir. Ils ignoraient que la médaille qu'il avait reçue se trouvait dans son sac de sport, tout au fond, sous son caleçon. Il ne la portait pas. Il ne le voulait pas. Août, chaleur. Le peloton avançait vers l'ouest, avec toute l'armée. La Biélorussie reculait vers le passé. La Pologne se profilait à l'horizon. Les combats se poursuivaient quotidiennement, parfois légers, escarmouches, retraite des arrière-gardes allemandes, parfois violents, résistance acharnée, contre-attaque. Kudryashov a perdu 5 autres personnes. L'une d'entre elles a été tuée et 4 blessées. Le peloton était en train de se dissoudre. Début septembre, ils furent emmenés pour 3 jours de repos dans un petit village situé à 15 km de la ligne de front. Le village était à moitié désert. La plupart des habitants étaient partis. Seules les personnes âgées restaient, ainsi que quelques femmes et enfants. Les soldats furent logés. Kudryashov eut droit à un coin dans la cabane d'une vieille polonaise. La femme ne parlait pas russe. Il ne parlait pas polonais. Mais elle lui versa du lait. Elle lui donna du pain. Il hocha la tête en guise de remerciement. Il s'assit à table et mangea lentement. Le pain était frais. Le lait était chaud. La vieille dame était assise en face. Elle tricotait. Les aiguilles cliquetaient. Puis elle s'arrêta et le regarda. Elle a dit quelque chose en polonais. Il n'a pas compris. Il répéta, plus lentement. Je n'ai toujours pas compris. Puis elle désigna ses mains. Elles étaient posées sur la table, tremblantes. À peine perceptibles, mais elles tremblaient. La vieille femme secoua la tête. Elle reprit la parole. Sa voix était douce et apaisante. Kudryashov regarda ses mains. Effectivement, elles tremblaient. Il ne tremblait pas auparavant. Il serra les poings. Les tremblements cessèrent. La vieille femme soupira et reprit son tricot. Cette nuit-là, il rêva de ce combat, encore une fois. Des soldats allemands traversèrent le champ. L'eau monta. Ils tombèrent, noyés dans la boue. Ils hurlèrent. Ils se tenaient sur le parapet. Ils regardaient. Ils ne bougeaient pas. Un Allemand leva la tête, le regarda droit dans les yeux, ouvrit la bouche. Il voulut dire quelque chose, mais au lieu de mots, de l'eau a jailli de ma gorge. L'Allemand s'est étouffé et est tombé. Kudryashov se réveilla. Il était assis par terre, respirant bruyamment. Sa chemise était trempée de sueur. La vieille femme se tenait sur le seuil. Elle tenait une bougie. Elle le regardait. Elle n'a rien dit. Elle a posé la bougie sur la table et est partie. Il resta assis jusqu'au matin, à regarder la flamme de la bougie. Penser. Il pensait autrefois que la guerre était une chose simple. Nous contre eux. Amis contre ennemis. Tuer l'ennemi est un devoir, sauver les siens est sacré. Il comprenait maintenant que tout était plus compliqué. Oui, il a sauvé les siens. Oui, il a fait son devoir, mais par une méthode qui le hantait chaque nuit. Il a noyé le peuple. Il ne leur a pas laissé la moindre chance de se défendre. Il les a transformés en cibles sans défense.
Ce n'était pas une victoire, c'était un massacre. Mais s'il n'avait pas fait cela, son peuple serait mort. Un cercle vicieux. Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a que le choix. Et les conséquences. Au matin, ils furent réveillés. La pause était terminée. Le peloton monta dans des camions. Ils reprirent le chemin du front. En chemin, Koudriachov s'assit sur le haillon, regardant la route s'éloigner. Sakharov était assis à proximité. « Camarade sergent-chef, puis-je vous poser une question ?» Demandez. « Est-ce que vous le regrettez, à propos de ces Allemands ?» Koudriachov le regarda. « Qu'en penses-tu ?»« Je ne sais pas. D'un côté, ce sont des ennemis, de l'autre... » « D'un autre côté, les gens, » a conclu Koudriachov. « Oui. » Koudriachov resta silencieux. « Je le regrette, chaque jour. »« Mais tu as bien fait, tu nous as sauvés. »« Correct ne signifie pas facile. »« Et si vous pouviez revenir en arrière, le referiez-vous » Koudriachov resta longtemps silencieux. Il a alors répondu honnêtement. « Oui. Je le ferai. » Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas d'autres options. C'était eux ou nous. J'ai choisi nous. Sakharov acquiesça. Il est clair. Ils chevauchèrent en silence. Le camion tremblait sur les bosses. Le soleil se levait à l'horizon. Une nouvelle journée commençait. Nouveau combat. Nouvelle solution. Septembre a laissé place à octobre. Octobre à novembre. Le peloton de Koudriachov atteignit la Pologne. Ils combattirent dans les forêts, dans les villages et au point de passage des rivières. Les Allemands battaient en retraite, mais lentement. Ils s'accrochaient à chaque colline, à chaque village. Koudriachov devait prendre des décisions, beaucoup de décisions. Où poser les mines, où faire sauter le pont, où mener les hommes. Chaque décision peut avoir des conséquences sur la vie ou la mort de quelqu'un. Il a appris à vivre avec, non pas à l'accepter, non pas à s'y résigner, juste à vivre. J'ai fait des rêves la nuit, toujours les mêmes, des Allemands dans la boue, de l'eau, des cris. Mais cette fois, il ne se réveilla pas en sueur. Il ouvrit simplement les yeux. Il resta allongé dans l'obscurité. Il attendit l'aube. Puis il s'est levé, s'est habillé et a continué son chemin. Mes mains ne tremblaient plus. Fin novembre, la section reçut une nouvelle mission. Traverser la rivière, construire un pont de bateau et assurer le passage de l'infanterie et des véhicules. La rivière était large, environ 100 mètres. Le courant était rapide. Les berges étaient abruptes. Les Allemands sont sur la rive opposée. Nous nous sommes retranchés, mitrailleuses, mortiers. Koudriachov se tenait sur le rivage, regardant l'eau. Sakharov s'approcha. « Camarade sergent-chef, que va-t-on faire ?» Koudriachov resta silencieux. Il regarda l'eau. Il réfléchit. Eau, toujours de l'eau. L'eau a tué. L'eau a sauvé. L'eau était à la fois une alliée et une ennemie. Il a appris à comprendre l'eau, à la sentir, à savoir comment elle se comporterait. Mon père disait toujours, l'eau, c'est de la force. Il suffit de bien la diriger. Koudriachov l'a envoyé, lors de cette bataille, en juin, et il réalisera à nouveau, maintenant. Nous construirons le passage ce soir, dit-il, discrètement, sans feu. Les Allemands ne doivent pas entendre. Et s'ils entendent, alors on improvisera. Sakharov laissa échapper un petit rire. Comme lors de cette bataille ? Non, dans ce combat-là, je savais ce que je faisais. Ici, je devrais décider sur le champ. Et ça fonctionnera quand même ? Koudriachov le regarda. Ça marchera. Ou pas. On ne le saura qu'après avoir essayé. Ils ont commencé à travailler à 10 heures du soir. C'est une autre histoire, un autre combat, une autre décision. Mais les principes restent les mêmes. Réfléchissez, prenez des risques, agissez, et en assumez les conséquences.
La guerre continua. Koudryachov a combattu jusqu'au bout, jusqu'en mai 1945, jusqu'à Berlin. J'ai traversé la Pologne à pied, une partie de l'Allemagne. J'ai vu des choses que je n'oublierai jamais. J'ai fait des choses que je ne me pardonnerai jamais. Mais il a survécu. Sur les 32 hommes de sa section présents en juin 1944, 6 sont survécus jusqu'à la fin de la guerre. Les autres ont été tués ou grièvement blessés. Ils ont été réformés pour invalidité. Koudryachov figurait parmi les 6. Il y a eu des blessés, légers, des éclats d'obus, rien de grave. Mais à l'intérieur, il y avait des cicatrices intérieures, invisibles, mais profondes. Après la guerre, il retourna dans la région de Smolensk, dans son village natal. Il n'y avait pas de village, incendié en 1941, par les Allemands. Mon père est mort à cette époque aussi, enterré dans une fosse commune. Koudryachov se tenait au milieu des cendres. J'ai regardé, à gauche. Il est allé à Smolensk et a trouvé un emploi de mécanicien dans une usine. J'ai travaillé, j'ai vécu tranquillement, seul. Je me suis marié en 1947. La femme s'appelait Anna. Elle travaillait à la cafétéria. Ils se sont rencontrés par hasard. Elle a demandé lors de la deuxième réunion « Avez-vous participé à la guerre ?» Été. « Avez-vous tué beaucoup de gens ?» Beaucoup. « Le regrettez-vous ?» Tous les jours. Elle hocha la tête. « Bien, donc tu es normal. » Nous nous sommes mariés 1 mois plus tard. Ils eurent 2 enfants, un fils et une fille. Koudryachov ne leur a presque rien dit de la guerre, juste des généralités, où il avait combattu, quelle ville il avait vue. Pas un mot sur ce combat. La médaille du courage était dans une boîte, dans le placard. Il la sortait 1 fois par an, le 9 mai, pour la porter lors du défilé des anciens combattants. Puis je l'ai enlevée et remis. Mon fils m'a demandé un jour « Papa, pourquoi as-tu reçu cette médaille ? Pour votre service ? Et plus précisément ? Plus précisément, cela ne vous regarde pas. » Le fils, offensé, se tut. Anna a déclaré plus tard « Tu es trop dur avec lui. Il ne doit pas le savoir. » Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses que les enfants ne devraient pas savoir. Elle n'a pas protesté. Koudryachov vécut jusqu'à l'âge de 68 ans. Il est décédé en 1982, crise cardiaque. Il a été enterré au cimetière municipal, aux côtés d'autres anciens combattants. Sur la tombe, ils ont écrit « Vassili Dmitrievitch Koudryachov, sergent-chef, participant à la Grande Guerre patriotique, 1913 à 1982. » Rien de plus. Personne n'a écrit sur cette bataille, ni sur le barrage, ni sur les 50 Allemands embourbés. Seuls ceux qui étaient présents le savaient. Et la plupart sont déjà morts, eux aussi. L'histoire est restée gravée dans la mémoire de quelques personnes âgées, et dans les archives, quelque part dans des dossiers poussiéreux, dans des rapports. Le 6 juin 1944, une section de sapeurs sous le commandement du sergent-chef V.D. Koudryachov repoussa une attaque ennemie en employant la tactique non conventionnelle d'inonder le No Man's Land. Résultat, 50 soldats ennemis tués, 3 chars détruits. Pertes humaines, 0. Nombre sec. Il ne parle pas de la façon dont cela s'est réellement passé, à propos d'eau, à propos de boue, à propos de cris. L'histoire d'un homme qui a pris une décision et l'a assumée jusqu'à la fin de ses jours. Après les funérailles, le fils de Koudryachov a trié les affaires de son père. J'ai trouvé une boîte, je l'ai ouverte. Médaille pour le courage. Carnet, vieux, abîmé. Il ouvrit le cahier et le feuilleta. Schéma, nombre, calcul. Sur la dernière page, il y a une note, au crayon. L'écriture est tremblante. Juin 1944. 50 personnes. Pardonnez-moi, Seigneur. Rien de plus. Le fils referma le cahier et le remit dans la boîte. J'ai rangé le carton sur la mezzanine. Je ne l'ai plus jamais ouvert. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début ? 50 soldats allemands, tués en 20 minutes. Maintenant, vous savez comment. Un sapeur,
un barrage, une solution. Cela a permis de sauver 32 personnes d'un côté, et 50 autres personnes ont été tuées. Les mathématiques de la guerre sont simples et cruelles, mais celui qui effectue ces calculs devra ensuite vivre avec eux pour le restant de sa vie. Vassili Koudriachav le savait. Et pourtant, il a quand même appuyé sur la détente. Parce que parfois, la bonne décision est la plus difficile à prendre. Et vous devrez payer pour cela. Pas une fois, pas deux fois. Chaque nuit, jusqu'à la fin.